Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque Cellule en direct de la prison Terre. On est le 30 décembre 2011 et ce matin je lis Linda Lay, le complexe de Caliban. L'écriture est d'abord une tentative de reniement. On se veut semblable à Don Quichotte, l'homme tombé du ciel, qui prétend, comme le remarquait Marthe Robert, s'engendrer lui-même sans le concours de parents humains. Le nom du père est haïssable. On rêve à d'autres généalogies. Mais la question des origines, qui pleure dans mon sang, revient toujours tarauder le renégat. Oui, qui pleurait dans mon sang? Étaient-ce mes ancêtres qui avaient gémi sous le poids des asservissements successifs et qui protestaient contre ma désertion? Était-ce mon père qui avait renoncé à être peintre et voyait dans mon désir d'accomplir sa mission une forme de mise à mort? Était-ce l'enfant en moi, l'enfant aimante et haineuse qui voulait chanter la chanson du petit soldat orphelin et apatride, mais s'avouait incapable de faire taire l'appel du sang? Deux choses me remplissent d'horreur, le bourreau en moi et la hache au-dessus de moi, disait Stig Dagerman. Découvert peu après un miel, et à un moment où je ne savais plus ce qui, des liens du sang ou de l'intuition d'une impossible réconciliation avec les origines, sabotait mes entreprises et rongeait ma vie. Quel était ce bourreau en moi qui chaque jour m'obligeait à écrire comme on couche sa tête sur un billot? Dans quel poison avait trempé la lame qui me rappelait à chaque instant la sentence prononcée contre moi par le juge invisible, la patrie? Chez Dagerman, je trouvai un écho de mon désarroi. Tout est en équilibre instable sur une pile de peur, et on se débrouille pour vivre en le sachant. Et de ma révolte, il est inhumain de chercher l'harmonie dans un monde où règne la solitude. L'Ibris angoissé de Dagerman portait le sceau de l'absolu et l'empreinte de la mort. L'enfant brûlé de Stockholm parle la langue de la rupture. Refus du compromis et nostalgie de l'innocence. Sa solitude tourmentée, faite de contradictions, de rage rentrée, de compassion, de rejet et d'appel au secours, m'était à ce moment-là plus proche, plus nécessaire que l'exemple de la sereine retraite de Montaigne ou du lointain isolement dans lequel s'était retranchée la probité de Flaubert. Dagerman célébrait les épousailles de la littérature et de la mort. Écrire, c'est défier la Camarde. Mais n'est-ce pas aussi une danse de mort? Jusqu'où la littérature peut-elle sauver? Le sacrifice à l'art n'est-il pas un rituel funèbre où l'on immole la vie à un monstre dévorant, comme les Crétois envoyaient des vierges dans le labyrinthe du Minotaure? Le dur désir de durer n'était-il pas un leurre, le vain espoir d'inscrire sur le marbre une vie effritée? Qu'est-ce donc, toute littérature en face d'un seul suicide intelligent, se demandait Dagerman. J'avais fait mienne cette interrogation, tant le doute avait gangrené mon quotidien, et tant le rêve d'un beau suicide m'était apparu comme le moyen de me venger de ma naissance. Être innocent signifie ne pas être né ou être mort, disait encore Dagerman. Le désir de mort l'emportait sur le goût de vivre. Le suicide, affirmait Rigaud, avec la légèreté de celui
qui n'en finissait pas de se battre avec les malfaiteurs du dedans, doit être une vocation. Il y a un sang qui tourne et qui réclame une justification à son interminable circuit. J'aimais Sylvia Plath, la fiancée de Johnny Panic. J'aimais Akuta Gawa, qu'une dose déraisonnable de Véronal avait sauvé de la folie. J'aimais Marina Tsvetaeva, qui avait écrit à Pasternak « La vie est une gare. Je veux bientôt partir. Je ne dirai pas où. » J'aimais Carlo Michel Stader, le Chatterton de la philosophie, suicidé à 23 ans après avoir assisté à un concert de Beethoven et en laissant un unique livre, La persuasion et la rhétorique. À la rhétorique scientifique, il opposait le mythe de la persuasion. Est persuadé celui qui est entré suffisamment en possession de lui-même pour entendre le chant de la solitude et la voix de la douleur. Est persuadé non celui qui se console en répétant que la vie a ses bons côtés, mais celui qui, vivant à couteau tiré avec la vie, a en soi sa vie. Celui qui veut avoir en soi sa vie ne doit pas se croire né et vivant uniquement parce qu'il est né, ni croire que sa vie soit suffisante au point d'être ainsi continuée et défendue contre la mort. À tous ces auteurs, j'aurais voulu élever un tombeau des inconsolés. J'aurais voulu créer pour eux une île imaginaire que j'aurais appelée l'île des condamnés. Et moi-même, je les y aurais rejoints, comme le dernier paria en quête de fraternité. Mais je m'aperçus que j'étais face à ces transfuges de la vie, que je tenais pour les Christ de la littérature, comme Judas, condamné à se pendre parce qu'il ne pouvait donner que le baiser de la mort. Quant à ceux que j'aimais, leur suicide était venu couronner une œuvre écrite avec du sang. Il fallait donc que moi aussi je paie mon obole et que je tente quelque chose qui me rende à moi-même avant de demander à la mort de guérir cette désarticulation de tout mon être. Si je me tue, disait Artaud, ce ne sera pas pour me détruire, mais pour me reconstituer. Le suicide ne sera pour moi qu'un moyen de me reconquérir violemment. Être soi à travers les mots, puis à travers la mort. Mais les mots de Caliban ne lui appartiennent pas, et cette langue qu'il a voulu faire sienne est comme le rêve d'un autre qu'il s'approprie. Et la mort que la jeune fille voulait étreindre était une forme d'amour non assouvie. Dans mon adolescence, le suicide m'était apparu comme une liberté, une réponse radicale à l'emprise qu'exerçait ma mère et au choix qu'elle tentait de m'imposer. Il y avait aussi le souvenir d'une tante, une sœur de ma mère, qui avait mis fin à ses jours peu après ma naissance. En quelque sorte, j'avais pris sa place. Cette impression se mua en certitude quand, à 10 ans, je retrouvai dans un vieux carton son journal intime et le cahier où elle avait recopié ses poèmes préférés. Elle s'était suicidée par désespoir d'amour, disait-on. Mais je savais, ou du moins je voulais le croire, qu'elle s'était tuée parce qu'elle avait échoué à se révolter contre sa famille, contre son père, un don Juan despote, et contre sa mère, une malheureuse femme trompée qui organisait des expéditions punitives contre ses rivales et se vengeait de son humiliation sur ses filles en les soumettant aux sévères carcans confucéens.
J'avais grandi avec l'idée qu'un jour, j'imiterais le geste de ma tante. Dès lors, tous les poètes suicidés formèrent ma famille idéale. Ben voilà, j'espère que D qui écoute, D, mon ami, la librairie, qui écoute mes petites vidéos, aura noté une certaine amélioration dans la lecture de mes textes. Comme on le disait hier, ayant appris à lire avec les yeux, je n'ai pas appris à lire avec la bouche et je n'ai pas appris à écouter avec l'oreille. Et on ne voit bien qu'avec l'oreille. Donc, je continue d'apprendre et je ne sais toujours pas où me conduit ces lectures-là dans ma bibliothèque. Mais je vais continuer en espérant y voir plus clair bientôt. Merci, bonne journée.